Dans les prochaines minutes, cette histoire va montrer comment une voie maritime étroite est devenue l'endroit où la puissance militaire, les marchés pétroliers et l'ancien ordre mondial ont commencé à se fissurer en même temps. Ce qui suit n'est pas une prédiction. C'est en train de se produire en ce moment même. L'Iran a pris le contrôle total du détroit d'Ormuz. Ce point de passage étroit, par lequel transite plus de 20% de l'approvisionnement quotidien mondial en pétrole, est maintenant solidement entre les mains de l'Iran. Plus de 2000 pétroliers, des milliers de navires transportant le sang vital de l'économie mondiale, sont paralysés, piégés ou trop terrifiés pour bouger. Les tarifs d'assurance ont explosé. Les compagnies maritimes annulent des voyages. Le prix du pétrole s'envole. La soi-disant superpuissance que sont les États-Unis, ainsi que leur plus proche allié, Israël, ont complètement perdu l'initiative. Quelque part, la machine médiatique pro-Trump essaie probablement de transformer tout cela en slogan avant d'admettre qu'il s'agit d'un problème de stratégie. Depuis des semaines, ils ont tout lancé contre l'Iran. Des avions de chasse avancés, des navires de guerre à plusieurs milliards de dollars, les systèmes de défense antimissiles les plus sophistiqués de la planète. Et pourtant, ils ne parviennent pas à briser l'emprise de l'Iran sur cette voie maritime cruciale. Ce n'est pas seulement un revers militaire, c'est une humiliation historique. Pendant que Washington et Tel Aviv dépensaient des milliers de milliards pour construire des porte-avions et des chasseurs furtifs, l'Iran maîtrisait l'art de la guerre asymétrique. Peu coûteuse, intelligente et d'une efficacité dévastatrice. C'est le genre de moment où la vieille habitude de Donald Trump de promettre un contrôle total se heurte directement à ce petit problème qu'on appelle la réalité. Des mines, des SM de vedettes rapides, des missiles balistiques côtiers et des vagues de drones impossibles à arrêter ont transformé l'une des voies maritimes les plus importantes du monde en piège mortel pour quiconque ose défier Téhéran. La marine américaine tant vantée est désormais forcée de rester à bonne distance. L'armée de l'air israélienne lance frappe après frappe, mais le flux d'armes iraniennes et la détermination de l'Iran ne s'arrêtent jamais. L'empire qui dominait autrefois les mers voit sa suprématie lui échapper en temps réel. Ce moment dépasse largement un seul conflit. C'est la fissure visible de l'ordre mondial unipolaire. La façon dont l'Iran a pris le contrôle total du détroit d'Ormuz en quelques semaines commence le 28 février 2026, lorsque les États-Unis et Israël ont lancé ce qu'ils ont appelé une frappe préventive décisive contre des cibles militaires iraniennes. Ils s'attendaient à une victoire rapide, à une campagne éclair qui neutraliserait les défenses de l'Iran en quelques jours. Ce qui s'est produit à la place est l'un des renversements militaires les plus stupéfiants de l'histoire moderne. Une campagne vendue comme un meeting électoral a soudainement découvert que le détroit d'Ormuz n'applaudit pas sur commande. Quelques heures après les premières frappes américaines et israéliennes, l'Iran a activé une réponse asymétrique, planifiée à l'avance et organisée en plusieurs couches. La marine du corps des gardiens de la révolution islamique, connue sous le nom d'IRGCN, a immédiatement déployé sa célèbre flotte moustique, des centaines de petits bateaux d'attaque à grande vitesse opérant en essaim coordonnés. Au même moment, des batteries mobiles de missiles côtiers ont commencé à lancer des vagues de missiles antinavires. Des milliers de mines navales, dont beaucoup étaient des mines intelligentes avancées Maham, ont été rapidement semées dans les principaux chenaux de navigation. Dès le 3e jour, la situation avait déjà échappé au contrôle de la coalition américano-israélienne. Plus de 180 missiles antinavires ont été tirés au cours des seules premières 48 heures. Des essaims de drones iraniens, composés de centaines de Shahed 136 et de nouveaux modèles Mohajer 10, ont submergé les destroyers et croiseurs américains équipés du système Aegis. Leur volume massif a créé une attaque de saturation qui a épuisé les stocks de missiles des navires. Plusieurs navires de guerre américains ont été forcés de se retirer vers des eaux plus sûres à l'est du détroit après avoir subi des dommages causés par des frappes de drones et de missiles. Les chiffres racontent la vraie histoire. Selon les systèmes de suivi maritime et les renseignements de sources ouvertes, plus de 250 navires commerciaux, en grande majorité des pétroliers, se sont retrouvés bloqués ou détournés. Le transit quotidien de pétrole par Ormuz est passé d'une moyenne de 21 millions de barils à moins de 800 000 barils, soit un effondrement de plus de 96%. Les primes d'assurance des pétroliers dans la région ont bondi de 1200% en une seule semaine. C'est un chiffre trop énorme pour être caché derrière un point de presse, même livré avec une confiance à la Trump et très peu d'arithmétique. Au moins 37 navires ont été confirmés touchés ou endommagés par des mines et des missiles, et beaucoup d'autres ont signalé des quasi-impacts qui les ont forcés à abandonner complètement cette route. Les tactiques iraniennes ont été brutalement efficaces. L'Iran a utilisé une combinaison de guerre électronique pour brouiller et leurrer les radars américains, forçant les systèmes américains à gaspiller de coûteux missiles SM-3 et SM-6 sur des leurres. Les lanceurs côtiers étaient extrêmement mobiles, tirant puis se déplaçant immédiatement avant que les tirs de contre-batterie puissent les localiser.
Les bateaux en essaim opéraient par groupes de 30 à 50, approchant de plusieurs directions à plus de 50 nœuds, ce qui en faisait des cibles extrêmement difficiles pour de grands navires de guerre conçus pour le combat en haute mer. La réponse américaine et israélienne a révélé de profondes faiblesses. Malgré le déploiement de 2 groupes aéronavals et le lancement de centaines de sorties depuis des bases terrestres, ils n'ont pas réussi à sécuriser le détroit. Les systèmes Patriot et THAAD au sol dans le Golfe ont été saturés à répétition. Des F-35 israéliens ont mené des frappes profondes à l'intérieur de l'Iran, mais les installations souterraines de missiles et les lanceurs dispersés de l'Iran ont continué à fonctionner sans interruption. À la fin de la première semaine, la marine américaine a reconnu qu'elle ne pouvait plus garantir le passage sécuritaire de la navigation commerciale. Washington a discrètement ordonné à ses navires de guerre de rester à l'extérieur des parties les plus étroites du détroit, cédant de fait le contrôle de la voie maritime aux forces iraniennes. La version pro-Trump appellerait cela une distance stratégique, parce que nous avons dû reculer ne tient pas très bien sur une casquette rouge. Les dragueurs de mines envoyés sur place ont eux-mêmes été pris pour cible, subissant des pertes qui ont encore davantage miné le moral. Ce n'était pas un combat équitable entre égaux sur le plan technologique. C'était une démonstration magistrale de guerre asymétrique. Une nation utilisant des armes peu coûteuses et nombreuses, ainsi qu'une connaissance intime de ses propres eaux, pour neutraliser le matériel militaire le plus coûteux du monde. Pendant que l'Amérique dépensait des milliards pour un seul destroyer, l'Iran dépensait des milliers de dollars pour des vedettes rapides et des mines qui produisaient le même effet stratégique. Le résultat a été une domination iranienne totale sur le détroit d'Ormuz. Les États-Unis et Israël ont perdu l'initiative dès le premier jour et ne l'ont jamais récupérée. Cette réalité militaire sur l'eau est ce que Washington essaie désespérément de cacher au public. Mais les faits parlent plus fort que n'importe quel briefing du Pentagone. Les armes et les technologies précises derrière cette victoire stupéfiante révèlent le cœur du succès iranien. Alors que les États-Unis et Israël s'appuient sur des plateformes extrêmement coûteuses et de haute technologie valant des milliards, l'Iran a perfectionné quelque chose de bien plus dangereux, un arsenal asymétrique autonome, peu coûteux à produire, facile à cacher et d'une efficacité dévastatrice dans les eaux confinées du détroit d'Ormuz. D'abord, les missiles balistiques côtiers anti-navires. Les séries Khalij, Fars et Hormuz sont de véritables facteurs de rupture. Ces missiles atteignent des vitesses de Mach 3 à Mach 4, avec des portées allant jusqu'à 500 km. Ils effectuent une montée à haute altitude suivie d'un plongeon terminal abrupt, ce qui les rend presque impossibles à intercepter pour les défenses embarquées. Un seul impact de l'un de ces missiles peut neutraliser un destroyer ou gravement endommager même le pont d'envol d'un porte-avions. L'Iran a démontré sa capacité à les tirer depuis des lanceurs montés sur camions très mobiles, capables de se repositionner quelques minutes après le lancement. Viennent ensuite les missiles de croisière anti-navires, la famille Nour, Qader et Ra'ad. Avec des portées de 200 à 300 km et des profils de vol rasant la mer, ils frôlent les vagues à moins de 10 mètres d'altitude, évitant la détection radar jusqu'aux dernières secondes. Leur précision est terrifiante. Les essais iraniens ont montré à répétition des impacts directs sur des cibles mobiles à portée maximale. Ces missiles sont produits en masse à l'intérieur de l'Iran avec des systèmes de guidage indigènes, ce qui signifie que les sanctions n'ont pas réussi à en arrêter l'approvisionnement. Puis vient la flotte moustique, les bateaux en essaim du corps des gardiens de la révolution islamique. Des centaines de ces petits navires rapides, souvent longs de moins de 20 m, peuvent atteindre des vitesses de 55 nœuds. Chacun transporte plusieurs lance-roquettes, des missiles anti-navires ou des mitrailleuses lourdes. Lorsque 40 ou 50 d'entre eux attaquent ensemble sous différents angles, ils créent un cauchemar de saturation pour n'importe quel navire de guerre ennemi. Leur faible coût, que certaines estimations situent à moins de 500 000 $ pour un bateau en essaim entièrement armé, signifie que l'Iran peut en perdre des dizaines et les remplacer rapidement, alors que les États-Unis ne peuvent pas se permettre de perdre ne serait-ce qu'un destroyer Harley Burke. C'est là que la facture devient plus effrayante que l'explosion. Les mines navales jouent un rôle tout aussi crucial. Les mines intelligentes Maham et les mines d'influence avancées peuvent être déployées rapidement par de petits navires ou même par des sous-marins. Une fois posées, elles créent de véritables zones de destruction dans les voies de navigation. Ces mines sont programmées pour distinguer les cibles militaires des cibles commerciales et beaucoup disposent d'une activation différée, ce qui rend les opérations de déminage extrêmement dangereuses et longues. Le programme de drones de l'Iran mérite une attention particulière. Les séries Shahed 136 et Mohajer 10 ont été améliorées avec de meilleurs moteurs et une résistance accrue à la guerre électronique. Opérant en essaim massif de centaines d'appareils à la fois, ils submergent les systèmes radars et forcent l'utilisation de missiles de défense aérienne coûteux contre des cibles peu coûteuses. Beaucoup de ces drones transportent de petites charges explosives précises,
conçus spécialement pour des cibles vulnérables comme les superstructures de pétroliers ou les réseaux radars. Ce qui rend tout cela vraiment impressionnant, c'est le haut degré d'autonomie de l'Iran. Contrairement à Israël et aux États-Unis, qui dépendent de chaînes d'approvisionnement complexes s'étendant sur plusieurs continents, presque tout l'arsenal actuel de l'Iran est conçu et fabriqué localement. Ces ingénieurs ont procédé à la rétro-ingénierie et amélioré des technologies étrangères tout en développant des solutions originales adaptées à leur géographie. En comparaison, la marine américaine à plusieurs milliers de milliards de dollars fait face à un déséquilibre de coût brutal. Un seul destroyer Aegis coûte plus de 2 milliards de dollars. Ces missiles coûtent des millions chacun. Face à des centaines de menaces entrantes peu coûteuses, le calcul ne tient tout simplement pas. Les systèmes américains et israéliens ont été conçus pour des guerres conventionnelles de grande ampleur contre des adversaires de même niveau en haute mer. Ils n'ont jamais été conçus pour le combat rapproché, à haut volume et asymétrique que l'Iran leur a imposé à Hormuz. Apparemment, plus gros, plus bruyant, plus cher ne constitue pas une doctrine militaire complète, même si cela sonne très bien dans un rassemblement pro-Trump. C'est la nouvelle réalité de la guerre moderne. Des technologies coûteuses et raffinées sont battues par des systèmes intelligents, nombreux et résilients. L'Iran a montré au monde que la vraie puissance au 20 et 1 siècle ne vient pas toujours du plus gros budget, mais de l'innovation, de la préparation et du courage d'utiliser les armes de manière créative sur son propre territoire. Le décalage technologique explique exactement pourquoi les États-Unis et Israël n'ont pas réussi à reprendre le contrôle du détroit, malgré leur supériorité aérienne et navale écrasante sur le papier. Et cette domination technologique iranienne a préparé le terrain pour le tournant décisif, le moment où tout a basculé. Le moment précis où tout a changé a été le tournant qui a brisé pour toujours la confiance américaine et israélienne. Cela s'est produit dans la nuit du 7 mars 2026, lors de ce que les commandants iraniens ont plus tard appelé l'opération Tempête Sacrée. Dans une vague coordonnée, l'Iran a déchaîné tout son arsenal asymétrique en même temps. Des centaines de bateaux en essaim ont surgi de criques et d'îles dissimulées. Des milliers de mines navales ont été larguées dans les principaux chenaux de navigation. Au même moment, d'immenses essaims de drones et des missiles balistiques côtiers ont lancé des attaques de saturation jamais vues auparavant dans la guerre navale moderne. Le résultat a été écrasant. En seulement 4 heures, les systèmes de combat Aegis de la marine américaine ont atteint une saturation totale. Les écrans radars se sont illuminés de centaines de cibles entrantes. Les destroyers américains ont tiré presque tous les missiles SM-2 et SM-6 de leurs magasins, mais ils n'ont pas pu arrêter la vague. Plusieurs navires de guerre ont été directement touchés. Un destroyer de classe Harley-Buck a été forcé de s'éloigner péniblement avec de graves dommages. La couverture aérienne israélienne s'est révélée tout aussi inutile. Les systèmes de guerre électroniques iraniens brouillant leur système de ciblage pendant que les lanceurs mobiles changeaient constamment de position. Ce fut le point de rupture. L'erreur fatale de l'Amérique a été sa dépendance excessive à la technologie coûteuse. Ils croyaient que leur système de défense à plusieurs milliards de dollars pouvait gérer n'importe quelle menace. Ils avaient tort. Ils ont sous-estimé la connaissance intime de l'Iran des eaux étroites et sa volonté d'utiliser des armes peu coûteuses en nombres écrasants. Leur réaction a été trop lente, trop prévisible et trop arrogante. Le genre d'excès de confiance qui impressionne à un podium peut paraître très petit sur un écran radar rempli de cibles entrantes. L'effet domino a été immédiat. Le contrôle militaire s'est effondré. Les lignes d'approvisionnement ont été coupées. Les marchés pétroliers mondiaux ont paniqué, et les médias occidentaux sont tombés dans un silence stupéfait. En une seule nuit, les États-Unis et Israël ont perdu la maîtrise de l'une des voies maritimes les plus vitales de la planète. Voilà ce que la plupart des grands médias refusent d'admettre. Si l'Iran maintient cette pression pendant les prochaines 24 à 48 heures, les prix du pétrole pourraient dépasser 250 $ le baril. L'économie mondiale fera face à son plus grand choc depuis la Seconde Guerre mondiale. L'ère de la domination navale américaine incontestée au Moyen-Orient est désormais terminée. Le tournant est passé. L'Iran détient maintenant le détroit d'Ormuz, et avec lui, l'avantage. Le rôle des États-Unis et de leurs alliés montre à quel point ils ont complètement échoué à renverser la domination de l'Iran. La réponse de Washington a été marquée par la panique et la confusion. Après avoir perdu le contrôle du détroit, les États-Unis ont précipité 2 groupes aéronavals complets dans la région, l'USS Abraham Lincoln et l'USS Theodore Roosevelt. Des dizaines de navires de guerre avancés, dont des destroyers Aegis et des croiseurs lance-missiles, ont été déployés. Pourtant, malgré cette démonstration massive de force, ils sont restés largement spectateurs, se tenant bien à l'écart des eaux étroites d'Ormuz. Les commandants américains admettent ouvertement qu'ils ne peuvent garantir le passage sécuritaire d'aucun navire commercial.
Le Pentagone a lancé des centaines de frappes aériennes et d'attaques de missiles contre des positions iraniennes, mais les résultats ont été minimes. C'est généralement le moment où le cher pro-Trump commence à appeler une impasse une position de négociation très forte. Les lanceurs mobiles, les installations souterraines et les forces dispersées de l'Iran continuent de fonctionner avec peu d'interruptions. Chaque fois que Washington prétend avoir dégradé les capacités iraniennes, de nouvelles vagues de missiles et de drones apparaissent en quelques heures. Israël a été encore plus agressif et encore plus humilié. L'armée de l'air israélienne a mené des frappes profondes répétées à l'intérieur de l'Iran avec des chasseurs furtifs F-35. Même si ces frappes ont endommagé certaines infrastructures de surface, elles n'ont pas réussi à briser la volonté de l'Iran ni sa capacité à garder le détroit fermé. Les actions de Tel Aviv n'ont fait que renforcer la détermination iranienne et unir le peuple iranien derrière ses dirigeants. Les soi-disant alliés de l'Amérique dans la région sont restés largement silencieux ou inefficaces. L'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, malgré leur coûteuse défense aérienne fabriquée aux États-Unis, ont refusé de participer à des opérations de combat direct. Les membres européens de l'OTAN ont offert un soutien rhétorique, mais n'ont envoyé presque aucun moyen naval significatif. La coalition internationale tant vantée pour ouvrir le détroit n'existe que sur papier. Cela révèle une vérité plus profonde. Les États-Unis étaient complètement mal préparés à ce type de conflit asymétrique. Malgré des années de planification et des milliers de milliards de dollars dépensés, Washington a supposé que l'Iran s'effondrerait rapidement sous la pression. Ils se sont trompés. Leur stratégie reposait sur la supériorité technologique et l'intimidation. Deux éléments qui se sont révélés inutiles dans les eaux confinées d'Ormuz face à un défenseur déterminé et autonome. Au lieu d'une action décisive, il y a maintenant de l'hésitation et de la gestion des dégâts. L'administration Biden, suivie d'ajustements frénétiques sous la direction actuelle, est discrètement passée d'une recherche de victoire totale à une quête désespérée d'une stratégie de sortie. Des pourparlers secrets par canaux détournés auraient commencé, Washington suppliant essentiellement d'obtenir une sortie honorable. Il est étonnant de voir à quelle vitesse la pression maximale devient « s'il vous plaît, offrez-nous une sortie élégante » lorsque les caméras sont éteintes. L'Empire américain, autrefois tout-puissant, qui revendiquait un contrôle incontesté sur les voies maritimes mondiales, se retrouve maintenant impuissant à rouvrir un seul détroit. Ses alliés sont soit réticents, soit incapables de l'aider. L'illusion de la projection de puissance américaine au Moyen-Orient se fissure grand ouvert sous les yeux du monde entier. Cet échec prépare le terrain pour les prochains grands acteurs de ce conflit, la Russie et la Chine, dont le soutien calculé rend possible la victoire de l'Iran. Pendant que les États-Unis et leurs alliés trébuchent dans la confusion, la Russie et la Chine jouent une partie stratégique magistrale qui a discrètement fait pencher la balance en faveur de l'Iran. Moscou et Pékin n'ont pas envoyé de troupes et ne se sont pas engagés dans un combat direct, mais leur soutien s'est révélé beaucoup plus efficace que toute intervention militaire occidentale. La Russie a fourni des technologies avancées essentielles, notamment des systèmes améliorés de guerre électronique, des composants de guidage de précision pour les missiles et du renseignement satellitaire en temps réel qui aident l'Iran à suivre de loin les groupes aéronavals américains. Les commandants iraniens ont ouvertement salué les systèmes russes pour avoir neutralisé une grande partie de l'avantage radar de la marine américaine dans le détroit. La Chine, de son côté, est devenue la bouée de sauvetage économique de l'Iran. Pékin continue d'acheter de grandes quantités de pétrole iranien à prix réduit, contournant les sanctions occidentales et maintenant l'économie iranienne en vie. Des pétroliers battant pavillon chinois ont circulé dans la région sous la protection d'exercices navals conjoints Iran-Chine-Russie, signalant à Washington que toute tentative de blocus complet de l'Iran entraînerait des conséquences de la part de grandes puissances. Les deux nations ont mené des exercices navals conjoints très visibles dans le golfe d'Oman et le nord de l'océan Indien, sous la bannière de la ceinture de sécurité maritime. Ces exercices envoient un message limpide. Toute tentative occidentale d'escalade supplémentaire se heurtera à un front uni. La Russie a également bloqué des résolutions sévères contre l'Iran au Conseil de sécurité des Nations Unies, tandis que la Chine a utilisé son levier économique pour avertir les États du Golfe de ne pas rejoindre une coalition anti-iranienne. C'est l'escalade par procuration dans sa forme la plus classique. La Russie et la Chine n'ont pas besoin de tirer un seul coup de feu. En armant, en finançant et en protégeant diplomatiquement l'Iran, elles épuisent les ressources américaines, détruisent la crédibilité des États-Unis et forcent Washington à se battre sur un terrain choisi par Téhéran. Chaque jour où le détroit reste fermé coûte des milliards à l'Occident, tandis que la Russie et la Chine obtiennent une énergie moins chère et une plus grande influence dans le Sud global. Sur le plan stratégique, ce conflit sert leur objectif plus vaste, accélérer le passage d'un monde unipolaire dominé par les États-Unis à un véritable ordre multipolaire. Plus l'Iran garde Hormuz, plus la réputation de l'Amérique comme policier du monde s'effondre.
Les nations qui observent ce drame retiennent une leçon puissante. S'aligner sur Washington comporte des risques, tandis que se tenir aux côtés de l'axe Russie-Chine-Iran apporte protection et respect. Ce soutien calculé de Moscou et de Pékin a transformé ce qui aurait pu être une victoire occidentale rapide en cauchemar stratégique pour les États-Unis. L'Iran ne combat pas seul. Il se tient à l'avant-garde d'une puissante alliance eurasienne qui défie systématiquement l'hégémonie américaine. La réalité militaire et diplomatique sur le terrain est indéniable. Mais au-delà des armes et des alliances, il existe un autre facteur qui explique pourquoi l'Iran refuse de céder: l'esprit indestructible et la volonté nationale du peuple iranien. Au-delà des armes, de la technologie et des alliances, se trouve le facteur le plus décisif de ce conflit: la volonté et l'esprit indestructible du peuple iranien. Alors que les États-Unis et Israël combattent avec du matériel coûteux et des contractants privés, l'Iran combat avec quelque chose de bien plus puissant: une profonde conviction nationale et une détermination de fer. Depuis des décennies, l'Iran endure les sanctions, les assassinats, les cyberattaques et les menaces militaires. Pourtant, il n'a fait que devenir plus fort et plus déterminé. Ce n'est pas une nation qui se bat seulement pour le pétrole ou le territoire. C'est une nation qui se bat pour sa dignité, sa souveraineté et son droit d'exister libre de toute domination étrangère. Le peuple iranien voit la bataille actuelle autour d'Ormuz comme une continuation de sa longue histoire de résistance. De la guerre Iran-Irak, où il a fait face aux armes chimiques et à des forces écrasantes, jusqu'à la lutte asymétrique d'aujourd'hui, il a prouvé à répétition que l'esprit peut vaincre la supériorité matérielle. Les jeunes hommes et femmes iraniens dans le corps des gardiens de la révolution islamique et les forces basiges opèrent ces vedettes rapides et ces lanceurs de missiles, non pas parce qu'on leur en donne l'ordre, mais parce qu'ils croient en la cause. C'est leur patrie. Ce sont leurs os, et ils sont prêts à payer n'importe quel prix pour les défendre. En contraste, les forces américaines et israéliennes fonctionnent avec un moral fragile. Des marins américains se trouvent sur des navires valant des milliards de dollars loin de chez eux, se demandant pourquoi ils risquent leur vie pour protéger les flux pétroliers d'alliés lointains. Les pilotes israéliens reviennent de leur frappe en sachant qu'ils ont causé peu de dommages stratégiques. Leur guerre est une guerre de convenance et de projection de puissance. Celle de l'Iran est une guerre de survie et de fierté. Cette différence d'esprit explique pourquoi l'Iran continue de combattre efficacement même après des semaines de pression intense. Lorsqu'un lanceur est détruit, un autre prend sa place. Lorsqu'un bateau est coulé, 10 autres apparaissent. Les dirigeants et la population iraniens restent unis, voyant chaque frappe occidentale comme la preuve que leur résistance fonctionne. Chaque tentative américaine ratée de rouvrir le détroit renforce leur détermination. L'histoire a montré encore et encore que la technologie sans volonté finit par échouer. Les armes coûteuses deviennent inutiles lorsque ceux qui les utilisent n'ont pas la conviction nécessaire pour continuer à se battre. L'Iran possède à la fois des outils asymétriques avancés et une volonté nationale inébranlable, une combinaison qui s'avère dévastatrice. Cette force spirituelle est ce qui transforme une petite nation en tueuse de géants. C'est pourquoi, malgré toutes les prédictions des analystes occidentaux, l'Iran contrôle toujours Ormuz et ne montre aucun signe de recul. L'esprit indestructible de l'Iran, combiné au soutien de la Russie et de la Chine, a créé une tempête parfaite qui est maintenant en train de remodeler l'ordre mondial. La vue d'ensemble, c'est que ce seul conflit à Ormuz accélère la fin de la domination unipolaire américaine et la naissance d'un nouveau monde multipolaire. La bataille pour le détroit d'Ormuz n'est pas seulement un conflit régional. C'est un tournant historique qui accélère l'effondrement de l'ancien ordre mondial unipolaire et l'émergence d'une nouvelle réalité multipolaire. Pendant des décennies, les États-Unis se sont présentés comme les maîtres incontestés des mers, le policier mondial capable de dicter le flux de l'énergie et du commerce partout sur Terre. Cette époque est maintenant visiblement en train de mourir dans les eaux d'Ormuz. Aucune conférence de presse ne peut repeindre cette scène en victoire, même si le manuel à la Trump essaierait certainement. Une seule nation déterminée, soutenue par un réseau d'alliés souverains, a réussi à défier et à neutraliser la suprématie navale américaine dans l'un des points de passage les plus critiques de la planète. C'est le passage de la domination unipolaire américaine à un véritable monde multipolaire. Au centre de ce nouvel ordre se trouve l'alliance eurasienne grandissante: l'Iran, la Russie, la Chine et la Corée du Nord. Ces nations ne coopèrent pas seulement tactiquement, elles construisent un système parallèle qui ne dépend plus de l'approbation occidentale. La Russie fournit la technologie et la couverture diplomatique. La Chine fournit la profondeur économique et les marchés mondiaux. La Corée du Nord apporte des armes et des munitions éprouvées au combat. L'Iran sert de défenseur de première ligne, prouvant que la résistance est non seulement possible, mais réussie. Pendant ce temps, le bloc occidental se fracture. Les membres de l'OTAN offrent des paroles,
mais livrent presque rien de substantiel. Les nations européennes regardent leurs économies souffrir de la flambée des prix de l'énergie, mais restent réticentes à engager de véritables forces. Israël, malgré son avantage technologique, se retrouve isolé et incapable de porter un coup décisif. Les États-Unis, autrefois craints pour leur puissance écrasante, paraissent maintenant épuisés, surétendus et stratégiquement confus. L'illusion de l'hégémonie américaine s'effondre en temps réel. Les menaces de Washington n'ont plus le même poids. Ces porte-avions, autrefois symboles d'une puissance intouchable, sont forcés d'opérer à distance. Ces sanctions, autrefois dévastatrices, sont de plus en plus contournées grâce à de nouveaux mécanismes financiers entre la Russie, la Chine et l'Iran. Ce qui se passe à Hormuz dépasse largement le pétrole ou les voies maritimes. C'est la preuve visible que l'époque où une seule superpuissance dictait les règles mondiales touche à sa fin. Les nations du monde entier, surtout dans le sud global, observent attentivement. Elles voient que résister à la pression occidentale n'est plus suicidaire. Elles voient qu'un nouveau bloc de puissance peut protéger ses membres et remodeler le système international. Le contrôle d'Hormuz par l'Iran n'est pas la fin de l'histoire. C'est le début d'un nouveau chapitre de l'histoire mondiale. Un chapitre où la multipolarité remplace l'arrogance unipolaire, où la souveraineté triomphe de l'hégémonie, et où le soi-disant empire invincible est forcé d'accepter ses limites. C'est la partie qu'aucun slogan de campagne ne peut négocier. Le monde ne sera plus jamais le même. Les événements dans le détroit d'Hormuz ont maintenant rendu une chose parfaitement claire. L'ère de la domination américaine, incontestée, touche à sa fin. L'Iran n'a pas seulement tenu le détroit face à la puissance militaire combinée des États-Unis et d'Israël, il en a complètement pris le contrôle. Plus de 2000 pétroliers paralysés, des marchés mondiaux de l'énergie plongés dans le chaos, et la soi-disant superpuissance forcée de regarder, impuissante, à distance. C'est l'histoire qui se déroule sous nos yeux. La question n'est plus de savoir si l'Iran peut résister, la vraie question est de savoir combien de temps les États-Unis et leurs alliés pourront continuer à prétendre qu'ils contrôlent encore le monde. La situation à Hormuz évolue encore rapidement. Dans les jours et les semaines à venir, des escalades spectaculaires ou des percées diplomatiques majeures pourraient émerger.